Bonsoir à tous. Equinox Soir. Comme en 2014, Abdelaziz Bouteflika sollicite une nouvelle fois les suffrages des Algériens. Comme en 2014, Abdelaziz Bouteflika est dans l'incapacité de s'exprimer depuis son accident vasculaire cérébral. Son état de santé ne s'est guère amélioré. Comme en 2014, c'est à ses fidèles qu'il reviendra de faire campagne en son nom. Ministre de la Jeunesse, des Sports et du Tourisme pendant 11 mois, ministre des Affaires étrangères pendant 15 ans, ministre d'État conseiller auprès du président de la République pendant 1 an, membre du Conseil de la Révolution pendant 11 ans, ministre de la Défense depuis le 5 mai 2003, donc 15 ans, élu pour la première fois à la tête du pays le 15 avril 1999, Abdelaziz Bouteflika ne cesse de rempiler avec des scores à la soviétique. 2004, 85%, 2009, 90,2%, 2014, 81,5%. Quel score est donc, le score de 2019 est donc attendu. Pour cet octogénaire dont les apparitions publiques se font de plus en plus rares, mais qui malgré tout terrasse l'opposition politique et la société civile. Algérie, le cas Bouteflika, c'est le fait du jour. Algérie, le cas Bouteflika, pour en parler, je suis avec Wilfried Ekanga. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain, c'est avec plaisir que je retrouve des plateaux. Bonsoir aux téléspectateurs de Equinox Télévision. Voilà, ça s'est calmé, on vous a suivi. Vous avez sorti une espèce de brûlot là suite à la rencontre avec Cabral Libye. Ça va, ça s'est calmé? Ça a toujours été... On a été... senti que vous étiez un peu hors de vous, Wilfried. Non, on a plutôt senti que était hors... Vous voulez remettre les choses dans l'ordre? On a plutôt senti que était hors de ceux qui ne comprennent pas ce que politique veut dire, la science de la cité, l'interaction entre les humains. Oui. Et il ne faut pas qu'on oublie que quel que soit le parti qui remporte les élections présidentielles, il aura besoin de tous les Camerounais pour et construire les routes, et construire les hôpitaux, Justement. etc. Quand on est hors sujet et en pensant que parce qu'on a des opinions politiques différentes, ou parce qu'on brigue tous la magistrature, on se met à penser qu'on doit entrer dans des inimitiés à échelle humaine, ça débouche justement sur ce genre d'échauffourée verbale qu'on a. De mon point de vue, la politique, ce n'est pas ça. Oui. Ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas ce qu'attend de nous le peuple camerounais. Il attend la réponse à ces questions. Et ce qu'on appelle aujourd'hui partis politiques sont juste les différentes manières de voir la réponse aux problèmes des populations et concurrence du degré de haine des uns envers les autres. Ok, Wilfried Ekanga, vous avez promis rencontrer Cabral Libye dans les prochains jours, avant votre départ en Allemagne. Est-ce que vous pouvez faire la même chose avec un militant du RDPC aussi, dans un tourne d'eau? Oui, monsieur Honoré Ngomo, et c'est d'ailleurs ce qui rend absurde les interprétations que monsieur Honoré Ngomo, que nous avons César, sur notamment. César, nous avons déjà mangé une fois, c'est même peut-être un scoop, le grand homme d'affaires, et il est important au sein du RDPC, monsieur Robert Moteyambassa, et aussi une sorte d'ami, pour ne pas dire connaissance. Ça n'a pas été mal interprété. Ça n'a pas été mal interprété, peut-être parce que ça n'a pas été su. Je veux dire, dans ma propre famille, j'ai un parent dans le RDPC, alors à titre personnel... beaucoup ne le savent pas, hein? Évidemment, c'est pour ça qu'il faut parfois recadrer et les choses. Ramener les Camerounais à ce qu'est la politique véritable. Qu'est-ce qui nous intéresse? Quelles sont les préoccupations de notre pays à toutes les échelles? Les groupements de personnes qui ont une certaine manière de voir la politique sont ce qu'on appelle partis politiques. Ce ne sont pas les groupements de personnes qui, pour une raison ou pour une autre, détestent les autres. Quand on a compris de quoi il s'agit, non seulement on se pose les vraies questions qui vont développer le pays, mais en plus on garde en tête que les gens qui sont certes de partis différents, sont des Camerounais avec qui on va devoir développer ce pays qu'on prétend aimer. Détester les autres, parce qu'ils sont d'autres partis politiques, c'est détester son pays. Ok, merci pour ces précisions, merci. On nous a lu ce matin abondamment, Wilfried. Sur ce plateau, Thierry Ngopé, bonsoir. Bonsoir Serge-Alain Otto, bonsoir également aux téléspectateurs de cette belle et prestigieuse émission. Voilà, vous êtes en passe de devenir un mania des médias aussi? Vous avez plusieurs casquettes dans les médias. En réalité, d'abord, je fais des efforts. Je reste journaliste et Bombok Bengan vous le dira certainement parce que j'ai commencé mes classes justement
Des gens comme Bombo Bengan, à l'époque, nous étions encore assez jeunes. Au journal, au hebdomadaire d'Icalo, je crois que j'avais à peine 24 ans. Et il y a beaucoup, ça fait pratiquement 17 ans que je roule ma bosse dans ce métier. Et avant d'être patron de médias, j'ai suffisamment roulé ma bosse comme journaliste. Donc j'aime me définir comme journaliste avant toute chose. Ok. Voilà, vous avez parlé. Bombo Bengan, bonsoir. Bonsoir, c'est Jalin. Voilà, vous êtes journaliste. Vous avez fait vos classes aussi. Oui, mais quand Un grand journal. Quand on accède à la charte de Mbombo, c'est Oui. au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Au-dessus de tout, passage au monde diplomatique et tout ça, non, ça devient éphémère. Ok. Voilà, j'aime me considérer, moi je suis de la vieille époque, comme un titulaire du certificat d'études primaires indigènes. Donc nous, à notre Ok. époque, on est des indigènes. Donc Bon. voilà, vous me permettez de saluer la mémoire de Félix Roland Moumier, Oui. qui est né le 1er novembre 1925. Donc s'il vivait, il aurait eu 93 ans aujourd'hui. Oui. Et il avait laissé deux orientations majeures. La première, c'est quand on interdit le parti dont il dirigeait. En 1955, il s'est réfugié avec les deux vice-présidents, Akumba, Ernest Bouandjé et Abel Kingé. Il crée en 1956 le One Cameroun. Cameroun avec K, qu'on compris Oui. en D, One tout hasard, Cameroun, oui. pour unifier ce pays. Mais surtout, l'Organisation des Nations Unies organise une session spéciale Cameroun du 13 février au 4 mars 1959. Moumier s'adresse à Kosciusko Morizet, qui est l'ambassadeur de la France aux Nations Unies, Le mais père également, voilà, en lui disant Le père de. le père de l'autre. Voilà. Le père en Les lui connaisseurs disant, ont compris. j'ai compris et je vois que vous allez confier le Cameroun à mon frère Aïdio. Permettez-moi de le rencontrer. Kosciusko Morizet refuse. Il a dit, d'accord, faites donc tout pour que les Nations Unies votent une résolution qui va réunifier le pays pour donner l'indépendance, pour accorder l'indépendance au Cameroun tout entier. Sinon, vous allez créer un précédent que vous ne pourrez plus jamais résoudre. Là, c'était en février, le 19 février 1959. Il est assassiné quelque temps après sur les ordres du Premier ministre français en 1960, M. Debré, par un agent secret français. Ok. Voilà, le vice-président Ouandjé qui a commis Maître Vergès pour les enquêtes. Tout a été mis en œuvre, toutes j'allais dire, tout a été vu et établi que c'est la France qui l'a étudié, mais on a prononcé un non-lieu par rapport à Bétiel, William Bétiel qui l'a assassiné. Donc, il faudrait, les Camerounais doivent avoir la mémoire de Moumier pour dire, comme disait Wilfried Kanga tout à l'heure, on sait que les gens se sont battus pour que le Cameroun soit un et indivisible et qu'on laisse ces épiphénomènes de tribalisme et tout. Un Bamoun qui a épousé une Boulou. Une boulot, oui. Bon, on va dire quoi à l'époque? Voilà. De le vivre ensemble. Voilà, déjà. lui-même recruté au sein de l'UPC par un Bassa. Donc, à l'époque, c'était l'élévation du standard de vie des populations. Ce n'était pas que je suis tel. D'abord, c'est un sujet chaque fois contre le tribalisme. Et Ok. attirer l'attention des gens sur ces méfaits que le colonialisme voulait apporter sur place. Ok, une minute. Oui, Fidel Kanga, le dimanche dernier, Jamal Ould Abès, le secrétaire général du Front de Libération Nationale, FLN, parti dont Abdelaziz Bouteflika est le président d'honneur, a annoncé la candidature de Bouteflika, une fois de plus. On a comme l'impression que on pousse Bouteflika à un 5e mandat. On le pousse. C'est le terme, le qualificatif qui revient. Oui, c'est un peu... Vu son état de santé, il faut que ce soit su. Il est important de parler justement d'une impression et de présumer parce qu'on ne peut justement faire que des spéculations. On n'est pas dans la cellule présidentielle algérienne pour avoir la confirmation du oui ou du non de cette actualité. Mais en tout cas, il a fait cette sortie publique où il a dit à l'Assemblée notamment une sorte d'événement solennel où il a quand même annoncé, ce qui confère d'ailleurs une grande crédibilité à l'annonce, où il a dit voilà, le candidat pour l'élection présidentielle d'avril 2019 sera encore Abdelaziz Bouteflika. Et à partir du moment où des agences internationales sérieuses comme l'AFP
l'agence France Presse représente Relais, l'information, oui, on se dit que oui, forcément, il y a une grande crédibilité. D'autant plus que quand on voit un peu le passif de Abdelaziz Bouteflika, on a remarqué que sur les 4 dernières élections, il était toujours le dernier à annoncer, en tout cas, qu'il serait candidat. Bon, en 99, il était candidat indépendant, mais sur ses principales réélections, il a toujours attendu plus ou moins la dernière minute. On a un peu de similitude avec le cas du Cameroun. Et donc, il a un peu, voilà, créé la confusion, monsieur Jamel Ould Abbès, parce qu'il l'a dit une fois, et après il l'a dit, bon, je n'ai pas parlé de 5e mandat, j'ai parlé de continuité, et maintenant il revient, il parle encore de 5e mandat, ça brouille énormément les pistes. Alors on établit le parallèle avec l'état de santé de Bouteflika aujourd'hui. On sait que depuis son AVC, c'était en 2013. Oui, c'est à peine s'il peut bouger une autre partie. On a remarqué que c'est principalement sa main qu'il bouge. La candidature, même en 2014, était assez inaudible quand il annonçait qu'il allait se porter candidat. C'était à peine si on comprenait ce qu'il disait, c'est-à-dire il est, on va pas dire au crépuscule de sa vie, mais en tout cas cet événement l'a mis plus ou moins à bout de force. Et donc la question se pose, est-ce que pour lui-même, il y a encore un quelconque avantage, que ce soit du point de vue personnel, au moins du point de vue politique? C'est quand même un politicien accompli, 4 mandats, on peut se dire après cela, et vu l'état relativement bon de l'économie, de l'économie algérienne, c'est près de 170 milliards de PIB, ce n'est pas rien. Est-ce qu'il ne peut pas justement tirer sa révérence et laisser la place à quelqu'un d'autre? Voilà, c'est ce qui entraîne la question. Est-ce que ce ne sont pas les éléments de son entourage qui, comme dans le cas d'un pays comme le Cameroun, en raison des privilèges que cela procure d'avoir des affinités avec dirigeants X ou Y, se disent le président de la République, s'il demeure au pouvoir, va m'assurer. En tout cas, cela m'assure aussi le poste que j'occupe. Etc. Donc on peut entrevoir une certaine peur d'un revirement complet, d'un renouvellement complet de l'appareil gouvernemental qui va mettre entre guillemets au chômage ceux qui aujourd'hui sont aux plus hautes fonctions de l'État. D'autant plus, pour terminer, que s'il est malade comme il est actuellement, ça veut dire qu'en fait la réalité du pouvoir n'est pas exercée par lui, mais notamment entre autres par le Premier ministre et avec lui l'Assemblée, les 480 députés, etc. Donc ça avantage quand même énormément de gens dans la structure du pouvoir actuel que le président soit toujours là et qu'il n'ait plus la force d'exercer. Il devient, comme en Chine, le grand timonier, le symbole, mais la réalité politique, la réalité de l'exercice du pouvoir est le fait d'autres personnes. Ok. Thierry Niopé, c'est pour beaucoup, hein, on devrait continuer à faire avec un président, on va dire, très malade, pour ne pas perdre certains avantages. Il faut garder Bouteflika à tout prix. Je le saurais le dire, mais avant que de reprendre justement votre question, je me permets de m'adresser aux Camerounais et à ceux qui dirigent ce pays, parce qu'on a vu ce qui s'est passé cet après-midi du côté de Bassa, c'est, je crois, du côté de PK13, au domicile du combattant Bouamasso, qui avait réuni la presse pour commémorer justement la mémoire de Moumié. Malheureusement, la soldatex camerounaise est une fois de plus descendue pour interdire une manifestation dans un domicile privé qui n'avait, c'était pas une manifestation dans la rue pour dire que cela pouvait perturber d'une manière ou d'une autre l'ordre public. Ce sont des comportements qui méritent d'être déplorés avec la dernière énergie, parce qu'en réalité, on ne le dira jamais assez, les hommes passeront, mais la mémoire collective doit rester. On devrait enseigner tout ce que ces patriotes, tout ce que ces nationalistes ont apporté à ce pays, parce que ces libertés ont été acquises, on ne le dira jamais assez, au prix du sang, et ces nationalistes ont donné du leur pour arriver à cela, pour qu'on réussisse aujourd'hui à parler sur des plateaux de télévision sans aucune crainte, pour qu'on réussisse à marcher dans la rue, pour qu'on réussisse même à dire entre guillemets que nous sommes indépendants. Ces gens ont beaucoup travaillé, donc il faut une fois de plus dénoncer ce qui s'est passé pour le cas Bouteflika poussé vers un 5e mandat par ceux qui veulent conserver les privilèges. Wilfried l'a souligné tout à l'heure, on ne saurait le dire de manière assez tacite, parce que jusqu'à présent, Bouteflika ne l'a pas clairement dit, et M. Abbas, en tant que secrétaire général en 2014, il n'a pas dit, c'est les autres qui ont annoncé pour lui. Hein. Justement, mais les autres l'ont fait à la dernière minute. Pour l'instant, cela n'est pas encore acté au niveau même du parti. Le secrétaire général, vous avez remarqué, Wilfried est certainement revenu de long en large là-dessus. Il y a eu beaucoup de revirements entre-temps, il y a beaucoup d'incertitudes dans sa sortie. Est-ce que telle est la dernière volonté de Bouteflika ou du camp
arrière, on ne le sait pas encore, mais toujours est-il que quand on regarde et quand on écoute les différentes forces en place, quand on regarde par exemple le mouvement populaire républicain algérien, on se rend compte que en dehors de Bouteflika, en Algérie, il n'arrive pas, la classe politique n'arrive pas à se fédérer autour d'un symbole, pour l'appeler ainsi. Donc, ce n'est plus un problème d'âge, ce n'est plus, parce que vous avez souligné, il a 81 ans, ce n'est même pas son état de santé qui pose problème. Bouteflika reste et demeure pour eux un véritable symbole, un symbole de lutte. Est-ce que d'ici à là, les choses vont évoluer? Espérons-le, mais toujours est-il que son état de santé est assez... On parle de peur, hein? Il y a la peur, la résignation. Il y a même la résignation là-bas. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont peur de la matraque. Il y a même quelqu'un qui a dit que c'est la matraque. Non, je veux que la police... Non, quand vous écoutez les différents propos des leaders associatifs, vous écoutez les syndicats de travailleurs, tous sont unanimes que Bouteflika est celui qui devrait être là. Est-ce qu'il est là parce qu'il gouverne réellement? Tout le monde sait qu'il a été atteint d'une maladie cardiovasculaire en 2013 et qu'il est dans l'incapacité de gérer véritablement le pays. Qui gère le pays à sa place? C'est certainement son arrière-garde, c'est le parti, c'est le Front de Libération Nationale qui est au fait, qui est carrément au cœur de la gestion du pouvoir. Est-ce que ce sont ces apparatchiks qui ne veulent pas que Bouteflika quitte pour céder la place à un autre? On ne sait pas réellement. Tout ce que nous faisons là, ce n'est que conjecture. Mais quand même, avec Bouteflika, tout le monde sait que l'Algérie se porte de plus en plus bien au regard du palmarès, même sur le plan économique. Certainement, on évoquera les différents aspects tout à l'heure. Oui. Parce que quand vous regardez même, ne serait-ce que, Wilfried parlait tout à l'heure du produit intérieur brut, mais quand on va au-delà, vous remarquerez que même au niveau africain, l'Algérie occupe quand même le 4e rang, donc la 4e place, derrière le Nigeria, l'Afrique du Sud, je crois, l'Égypte. Donc, c'est un pays qui se porte suffisamment bien, mais grâce au travail abattu au quotidien par cet homme, au-delà des 2 décennies qu'il a déjà passé à la tête de ce pays. Bambako, on devrait donc fermer les yeux devant tout ça, devant ces scores. On devrait pas se soucier de l'état de santé du président. Est-ce que c'est lui qui dirige en fait l'Algérie? C'est justement là le problème. L'Algérie, ce n'est pas un pays ordinaire comme le Cameroun, le Congo, la Côte d'Ivoire. L'Algérie pèse sur elle. Absolument. La présidente de la France, plus de 132 ans. Justement, le fait de relever la bonne santé économique de l'Algérie avec un président, j'allais dire grabataire, oui, montre que là-bas, on ne pose pas le problème de personne. On ne pose pas le problème d'individus. On pose le problème du système. C'est cela les pays qui se sont battus pour avoir leur indépendance. Donc, la situation du pays ne repose pas sur 2 personnes, sur 2, 3. C'est le système qui s'organise et le Front de Libération Nationale pour le cas de l'Algérie, il gère le pays comme il l'avait instruit, je veux dire, comme la révolution sacrée, c'est comme ça qu'il l'appelle, la révolution sacrée, qui a eu son aboutissement en 1962, l'a inscrit, oui, l'a implémenté. Avec l'indépendance, le 5 juillet. Par rapport à cela aussi, le président Bouteflika est considéré comme le père de la diplomatie algérienne. Oui. Donc, par rapport à ça, et c'est la même chose qui s'est passée en Zimbabwe. Oui. Mais sauf que le président zimbabwéen n'a pas su, l'ancien président, je vais dire, oui, Mugabe, n'a pas su. On avait acté qu'il allait passer ses 100 ans à la tête de l'État. Mais les influences de son épouse et tout ont fait qu'on a précipité son départ. Là-bas, l'armée a un rôle à jouer. L'État, je veux dire le FLN, le Parti de Libération Nationale, oui, avec une bonne représentation au sein de l'Assemblée nationale, mais également au sein des autres institutions, c'est j'allais dire la coordination de ces institutions-là qui fait la santé de l'Algérie. Ce n'est pas Bouteflika en personne. Et justement, le problème qui se passe pour sa succession, c'est que il y a eu un glissement après le départ de Chadli Benjedid. Oui. Donc vous avez dit tout à l'heure qu'il il a posé une candidature indépendante. Effectivement, oui, il avait eu des bisbilles avec le président Benjedid. Et le fait de renouer les relations avec la France, le fait après l'arrivée de Mitterrand au pouvoir, a fait que Chadli Benjedid a lâché un peu. Parce que
ne nous faisons pas d'illusions, la France infiltre le mouvement et surtout les pays qui se sont battus pour avoir leur indépendance, ils les infiltrent pour désorganiser le tissu social et économique. Et c'est ça qui a abouti à la naissance, par exemple, du Fonds islamique du salut et tout. Et je pense le président Boudiaf qui avait été assassiné. Et il a fallu donc que le FLN se réorganise et revienne, j'allais dire, à l'état normal avec le Bouteflika aujourd'hui. Donc, le problème qui se pose, c'est qu'au sein de l'appareil, il faut trouver quelqu'un qui puisse continuer cet élan-là de la révolution gagnée depuis 1962. Dites-moi, Wifede Kanga, il parle du FLN qui est revenu, qui s'est réorganisé. Mais on sait quand même que il y a eu cet épisode des islamistes Abbassi Madani et Ali Belhadj en 91. Ils avaient presque gagné les villes et s'apprêtaient à imposer comme ça le califat d'Algérie. Oui, Le deuxième tour n'a jamais eu lieu, les législatives. Est-ce qu'on parlerait du FLN encore? Parce qu'ils étaient bien partis, hein, les islamistes, du fils. D'une certaine façon, il est clair que les années 90 en Algérie ont été assez tumultueuses. Et en fait, le FLN, malheureusement, en tout cas, pas malheureusement, forcément, dans la guerre qu'il y avait avec les islamistes, le FLN se voyait une plus grande légitimité au sommet de l'Algérie parce que son passé historique de combat, c'est avec l'ex-puissance coloniale. La France. C'est en 1954 qu'il voit le jour pour justement réclamer l'indépendance vis-à-vis de la grande puissance coloniale dans le siège et des guerres d'Indochine et de tout ce que la France menait à travers le monde, aux côtés notamment des Américains pour les comptoirs en Afrique et ailleurs. Donc le FLN qui finalement l'emporte avec Ahmed Ben Beladon, pour qui Bouteflika a énormément travaillé il y a 19 ans d'ailleurs. Qui s'engage. Oui, justement, et il va s'allier d'ailleurs avec M. Boumedienne qui va fomenter le coup d'État de 65 contre Ben Bella. En fait, il a ce passé-là, lui, et les principales entités à la tête du FLN qui font que lorsque les islamistes font irruption, on va dire dans les années 90, malgré on va dire, c'est un mot un peu exagéré, mais on va dire, malgré les oripeaux démocratiques d'apparence, le FLN se dit, il n'est pas question que ces gens-là qui n'ont pas fondé l'Algérie comme elle existe aujourd'hui, parce qu'avant c'était les territoires français d'Algérie, plus ou moins, en tout cas la République comme on la connaît aujourd'hui, il n'est pas question que d'une certaine façon, ils réussissent à nous damer le pion. Et ils vont réussir justement à mater cette, entre guillemets, rébellion. C'était un coup d'État, non? Les généraux. Oui, ça a toujours été plus ou moins un coup d'État. Même la démission du prédécesseur de Bouteflika, Chadli Benjedid. Oui, en 99, a quand même des apparences de coup d'État. Et même l'élection de 2014 avait été contestée par le perdant, M. Ali Benflis, qui est en train de dire que voilà, malgré les 81% pour Bouteflika et les 12% pour lui, il y a eu manipulation, il y a eu fraude. C'est possible, en fait, tout est possible. C'est d'ailleurs ce que, notamment dans le cas du Cameroun, le MRC conteste, malgré la grande distance des chiffres entre le RDPC et le MRC sur les versions officielles. En tout cas, il y a toutes ces... Lorsqu'un appareil central acquiert énormément de puissance, il est clair qu'il lui devient facile de faire certaines choses qui apparemment ont l'air démocratiques, mais qui peut-être ne le sont pas. Alors, c'était peut-être... ça aurait peut-être conduit à ce que le FLN n'existe plus aujourd'hui dans sa configuration et sa puissance actuelle, comme vous posez la question. Mais la question aujourd'hui en est une autre, c'est-à-dire à savoir le numéro 2. Quand bien même Bouteflika ne serait plus au pouvoir, quel serait aujourd'hui le numéro 2? Il y a beaucoup de parallèles justement avec le Cameroun parce que au sein du RDPC, la question s'est posée. Ce qui a fait que les ministres et toute la masse humaine autour du président Paul Biya se dit, bon, puisque le président Paul Biya n'a pas de numéro 2, quand bien même il serait croulant, il faudrait s'arranger quand même à le maintenir là parce que ça nous permet au moins d'assurer les avantages et au moins d'exercer en deuxième ressort le pouvoir. Donc le problème du FLN aujourd'hui quand même c'est celui-là, pour qu'il n'implose pas de lui-même, pour que Abdelaziz Bouteflika ne devienne pas une sorte de figure alors qu'il n'est pas forcément, il n'est pas le président, il est président d'honneur depuis une dizaine d'années, mais voilà, il ne faut pas que sa figure à lui soit identifiée. Après lui, le FLN n'existerait pas. Donc, il faut quand même se poser cette question-là de après, étant donné son état de santé, qu'adviendra-t-il après? Est-ce que c'est le prédécesseur, comme les discussions allaient bon train il y a quelque temps, qui va revenir? Est-ce que il y a un numéro 2 qui va émerger de nulle part? Ou alors est-ce que les autres entités, notamment Ali Benflis et son clan, ou alors des islamistes 2.0, vont
d'instaurer une autre forme de gouvernement. Voilà les questions actuelles. La bonne nouvelle pour l'Algérie, c'est sa santé économique, parce qu'elle met justement sur la table la question du... Enfin, elle met de côté la question du culte du Messie, comme on l'a au Cameroun. Au Cameroun, on a pensé que c'est Paul Biya ou c'est Maurice Kamto qui vont par miracle, ou Cabral Libye, qui vont par miracle développer le Cameroun. Non, la politique pose juste les jalons, la meilleure idée pour que les différents citoyens, ensemble par la cohésion de leurs forces, mettre sur pied, dans le domaine sanitaire, industriel et économique, les structures qui vont faciliter leur vie, d'où mon insistance sur le fait de ne pas se haïr mutuellement sous prétexte qu'on est de partis politiques opposés. Wilfried parle des similitudes avec le Cameroun. Oui, il a souligné tout à l'heure. Le numéro 2 du Fonds de libération nationale n'est pas jusqu'ici connu. Oui. Est-ce le secrétaire général? On dit même qu'il n'y a pas d'alternative crédible. C'est la raison pour laquelle au-delà même de l'appareil FLN. C'est la raison pour laquelle nous présentons en Algérie, on ne voit personne. Aziz Bouteflika comme un symbole, comme une icône. C'est vrai que la santé économique de l'Algérie est assez enviable quand même, est assez enviable. Quand on s'interroge, peut-être on reviendra sur les différents éléments peut-être qui militent en sa faveur, mais en l'état actuel, est-ce qu'il est normal de continuer à penser il est malade, il est dans l'incapacité plus ou moins de parler, parce que jusqu'à présent les apparitions publiques de Bouteflika sont même rarissimes, je dirais. Il est dans une situation où la gestion du pouvoir au quotidien n'est plus de son ressort. C'est certainement d'autres personnes qui le font au quotidien, qui lui rendent certainement compte, parce que jusque-là, on ne sait pas encore, on n'est pas dans son cercle renfermé pour savoir comment le pouvoir se gère. Mais il y a quand même des mécanismes qui ont été élaborés pour permettre à l'Algérie de s'en sortir avec ou sans son président. Qu'on comprenne que c'est un humain à 81 ans, avec un état de santé assez fragile, dans cet état-là, est-ce qu'il n'est pas possible pour le Front de libération nationale de commencer à penser justement à la succession de Bouteflika qui pourrait émerger? Est-ce qu'il n'est pas possible actuellement de faire des efforts, de mettre un numéro 2 qui serait justement autour de lui, parce que mon pour l'a souligné tout à l'heure, il y a beaucoup de symboles en Algérie, au-delà de la guerre, de la longue guerre de l'indépendance de 54 à 62, au-delà de cette guerre-là, est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes qui ont accompagné justement l'Algérie dans cette longue marche vers l'indépendance, vers cette longue marche vers une santé économique assez enviable pour pouvoir penser d'une manière ou d'une autre la succession de cet homme qui, quoi qu'on le veuille ou pas, n'en a plus certainement assez longtemps sur Terre. Il peut vivre, c'est vrai, au-delà de 81 ans, mais avec un état de santé assez fragile, vivement que les Algériens commencent à penser. Il y a assez de similitudes quand même. Oui. On l'a souligné tout à l'heure, au-delà du RDPC, parce qu'on a semblé parler seulement du RDPC, mais au-delà du RDPC, quelle est... Vous voyez d'autres formations politiques au Cameroun? Nous ne sommes même pas encore au niveau des autres formations. Moi, je dis au niveau de l'État. Oui, oui. C'est comme on voit que la Constitution le dit clairement sur le président en cas de vacances. En cas de vacances, la transition, la vacance sera gérée par le président du Sénat. Mais quand on regarde en même temps l'état de santé du président du Sénat, on a 1001 questions. On devrait se poser 1001 questions. Donc il faut élaborer des mécanismes qui soient susceptibles d'assurer l'alternance sans que les pouvoirs, sans que le pouvoir économique, sans que les bailleurs de fonds ne se posent des questions. Parce que on l'a souligné tout récemment, le Cameroun n'est plus ce pays qui attire les investisseurs, simplement parce que tout le monde a peur. Tout le monde a peur du lendemain. Après Biya, qu'est-ce qui va se passer? S'il arrive maintenant que le président Biya ne soit plus là et que la vacance soit constatée, comment cela va se gérer? Est-ce que le président du Sénat, qui a un état de santé assez fragile, chancelant, c'est quand même vrai que dans l'ordre protocolaire, il y a un premier vice-président, et est-ce qu'on va arriver à cela jusqu'à arriver à un niveau où peut-être la présidence serait gérée par une personne qui n'avait pas été prévue dans l'ordre de succession? Pourtant, on pouvait remodifier la Constitution, créer un poste de vice-président pour permettre justement que le pays soit... Le cas du Nigeria est là et il est assez patent et les choses se sont déroulées tant bien que mal jusqu'ici. Donc, pour que si le président Biya n'est pas là, le vice-président continue simplement à gérer le pouvoir
jusqu'à ce qu'une transition véritable soit élaborée. Il faudrait qu'on arrive à ces mécanismes-là. Cela est possible. Donc, il y a assez de similitudes. Quand on regarde l'Algérie, quand on compare l'Algérie au Cameroun, il y a des similitudes, mais sur le plan économique, je crois quand même que c'est le jour et la nuit. Voilà, Bombok, 132 années de présence française en Algérie, avec cet épisode de la guerre qui commence en 54 pour s'achever en 62. Est-ce que, comme a dit Wilfried, les états de service du FLN et tout ça, c'est ça qui fait qu'ils verrouillent tout? On a vu Hossein Ahmed, avec le Front des forces socialistes, il n'y arrive toujours pas. C'est ça qui fait que le FLN reste maître du jeu en Algérie aujourd'hui. Hormis le petit épisode du Abbassi Madani Ali Belhadj dans les années 90. Quand vous dites verrouillé, peut-être que ça... Oui, parce qu'on voit l'état de santé de... Ça n'a pas la même signification au Cameroun qu'en Algérie. Ah bon? Ça n'a pas la même signification. Là-bas, ce n'est pas verrouillé là-bas? C'est vrai que non, c'est pas verrouillé. C'est pas verrouillé en ce sens qu'il y a des dispositifs. Vous avez vu, pour comprendre ce qui se passe en Algérie, il faut revenir ce qui se passe un peu au Zimbabwe et peut-être en Angola. Vous avez vu comment l'armée s'est déployée en Angola, au Zimbabwe, mais en laissant le parti et l'Assemblée nationale désignée. C'est là le dispositif. C'est la même chose qui se passe en Algérie. Je vous ai dit, je vais dire, la montée du Front islamique du salut a été faite parce que Chadli Benjedid a voulu ne pas suivre les pas des pères fondateurs, en oubliant que Mitterrand était d'abord ministre de l'Intérieur quand la guerre éclate, il devient ministre de la Justice, gardé des Sceaux par la suite, et quand il prend le pouvoir en 81, il a un ressentiment, parce que Mitterrand, c'est un animal politique. Aidé par le Parti communiste en France, il décime le Parti communiste là-bas. Donc, il réussit à déstabiliser l'Algérie. Or, Chadli Benjedid n'a pas... C'est ça qui est en train d'être corrigé. L'Algérie a un dispositif de l'armée qui, en réalité, on ne peut pas faire le pouvoir en Algérie sans associer l'armée dans des négociations. Permettez, Mbabor, il y a le chef d'état-major de l'armée algérienne, Ahmed Salah, qui dit ceci, parce qu'on a même sollicité l'armée, qui dit ceci: mon institution souhaite ne pas être mêlée aux enchevêtrements des partis, des politiques, ou s'immiscer dans... Ça ne concerne pas, Justement, ni de près, ni de loin. L'armée est consultée par le FLN, précisément parce qu'il y avait eu, je pense, des accords avec l'organisation armée secrète. Parce qu'ils avaient tenu des accords à Madrid à l'époque, dans le processus, je pense que ça devait être en 61, à Madrid, parce que l'armée avait donc réussi à contenir, parce que c'était deux généraux qui s'étaient mis à combattre contre les indépendantistes. Et ils ont créé cette organisation-là. Et à ce moment-là, même Chadli Benjedid était un colonel. Donc, on associe l'armée. Quand on dit associer, c'est-à-dire que l'armée d'un dispositif du genre où vous avez, c'est l'ambassadeur de France au Cameroun, c'est un colonel. Donc, et nous, on fait quoi de nos colonels? On ne les associe pas. C'est-à-dire, c'est un peu dans ce dispositif-là qu'on consulte toujours l'armée, et de temps en temps, on ne les appelle pas en tant que corps pour venir sauver la République qui est en danger. Or, ici, c'est l'expression venir sauver la République qui est en danger qui amène le chef d'état-major à prendre cette position-là. Parce qu'il sait que l'armée est républicaine et respecte les civils et veut donner le pouvoir aux civils. Donc, l'ordre n'est pas verrouillé véritablement, mais c'est qu'on contrôle. C'est-à-dire que c'est un peu comme disait Amadou Ampatemba, c'est la marche du caméléon. Le caméléon, quand il met une patte ici, il accroche sa queue derrière à quelque chose, à un support, au point où si chute, la queue sera accrochée au support, on ne va pas tomber. Donc, c'est ce que fait l'Algérie. Et justement, c'est vrai qu'il n'y a pas sur le plan de la Constitution, des dispositions comme Cameroun en cas de vacances, il n'y a même pas de trucs. Mais comment ils ont réussi à contenir cela? Je pense que c'est l'article 87 de leur Constitution, révisée en 2016, qui dit clairement ceci. Pour être candidat à l'élection présidentielle,
Et si vous êtes né avant 1942, il faut prouver votre implication dans la révolution de 1954. Oui. Si vous êtes né après 1942, il faut montrer que vos parents étaient impliqués du côté des indépendantistes. Pourquoi cette borne 42? Oui, parce que précisément, ils avaient un groupe qu'on appelait les Harkis, oui, qui s'était rangé du côté des Français pour combattre, oui, les voyous médiennes et les autres. Donc, ils ont donc... Que les Français ont justement embarqué dans leur, dans leur colis en 62. Oui, tout à fait, tout à fait. Et on contrôle, et c'est à travers eux, certains d'entre eux, que Mitterrand avait réussi. Mais Mitterrand ne savait pas ce qui se passe avec le mouvement islamiste. Ça a donc surpris tout le monde. Et ils ne veulent plus avoir de telles surprises. Vous avez vu, même l'Égypte de Gabriel Nasser a été, j'allais dire, il est parti dernièrement. Vous savez ce qui se passe là-bas. Donc, là-bas, on contrôle. Ce n'est pas le verrouillage comme on peut penser ici, mais c'est le verrouillage des infiltrations extérieures. C'est vrai que ça ne permet pas aux partis politiques algériens de véritablement émerger, c'est vrai, mais il faut lutter parce que là-bas, même dans leur prestation de serment, parce que c'est pas comme ici où c'est le président de l'Assemblée nationale qui cite une litanie de choses, le président dit seulement je le jure, à 12 choses. Non, là-bas chez eux, c'est pas ça. Le président doit prononcer des mots. Par exemple, fidèle aux valeurs de notre révolution sacrée. Je m'engage devant la révolution sacrée et de la mémoire de nos martyrs. Oui. Je m'engage devant Dieu Tout-Puissant de protéger la République. Donc le président doit le dire. Et c'est pour cette raison que les autres panélistes, je partage leur point de vue, disaient, mais Bouteflika n'a pas pu prononcer ces mots de manière du moins tout à fait audible, mais qu'en sera-t-il prochainement? Donc là, ça pose problème. Mais va-t-on le faire? De quelle manière? Je n'en sais rien. C'est peut-être là le hic. Mais il sauvegarde le pays parce que ne vous leurrez pas, M. cher Alain Outou et à nos téléspectateurs. Un écrivain suisse, Jean Ziegler, parle des prédateurs dans son livre Les nouveaux maîtres du monde et ceux qui leur résistent. Il leur dit la mondialisation de l'économie fait en sorte que les États se réfugient derrière les multinationales qui viennent vous phagocyter. Donc l'Algérie qui fait ses santé économiques, c'est précisément parce qu'elle sait mettre les bornes de ces choses-là. Au point où, c'est ça qui a même amené ce président, amené Mitterrand à l'époque, lui, un bon stratège, à venir signer un accord gazier en février 82, où il payait plus que le prix sur le marché. Il s'est engagé. Et ça a amené Chadli Benjedid à faire le tout premier voyage parce que ni Ben Bella, ni le président algérien allait à l'Élysée, s'appelle bien Chadli Benjedid et il l'a fait, je pense, en décembre 1983. Oui. Vous vous rendez compte? Donc, on se méfie. Oui, oui, on se méfie. On sait, voilà. Nos intérêts, c'est à quel niveau? Qui protège mieux nos intérêts? Je pense que c'est le problème que le FLN est en train de vouloir résoudre. Peut-être que ça met long parce que l'état de santé du président, ça peut être sujet à caution, mais je pense qu'ils vont y parvenir. Moi, je le souhaite. Oui, Wifide Kanga, premier voyage d'un président algérien à l'Élysée, en France, en 83. L'Algérie est indépendante depuis le 5 juillet 62. C'est toujours les affres de cette présence française et de ces 8 années de révolution qui font en sorte que les présidents qui sont arrivés avant Chadli ne soient pas allés en France. Évidemment. De Ben Bella à Boumedienne, c'est un peu ce qu'on a entre les États-Unis et Cuba. Depuis le fameux embargo du 3 février 62 des États-Unis sur Cuba, ce n'est qu'en 2016 qu'on voit Obama mettre pied sur le terrain. Et comme le sous le frère de Castro, pas Castro lui-même. Sous Raúl Castro, et non Castro lui-même. On a des velléités encore plus denses avec le Venezuela de Hugo Chavez, entre autres. Donc l'Algérie, comme l'a souligné le Mbombok, a développé un hermétisme, non pas sur le plan
seulement dans la forme camerounaise de l'embrigadement des velléités politiques adverses, mais plutôt sur le plan d'ingérence étrangère où, fort de la victoire du FLN, qui a d'ailleurs conduit à ce que le FLN fasse tout pour maintenir sa suprématie face aux islamistes des années 90, fort justement de cette victoire-là. Mais est-ce que vous encouragez ça? J'encourage, en tout cas, je ne sais pas si votre question se rapporte. Non, vous encouragez parce que je vais vous donner les résultats du FIS, les élections communales de 90. Le FIS obtient 57%. Les législatives en 90, en 91, le FIS au premier tour à 48%. Et le deuxième tour n'a pas lieu, parce qu'on a peur. Évidemment. Ça, c'est la démocratie quand même, non? C'est clair que bon, ça pourrait nous éloigner de la question que vous avez posée au départ. Mais pour ouvrir cette... Oui, parce que vous sembliez apprécier le retour du FLN, alors que le FIS est... Je n'y ai pas porté de jugement, j'étais en train de décrire la raison pour laquelle le FLN n'a pas voulu lâcher prise. Parce qu'il se voyait dans une légitimité supérieure à ce que les islamistes venus une trentaine d'années après, une quarantaine d'années même après le début de la guerre, voilà, à ce que ces islamistes-là voulaient faire, et à savoir s'imposer et imposer un califat, alors que l'Algérie de ce moment-là passait déjà dans le statut de république et commençait à s'y habituer, à s'y arrimer. Donc c'est un peu parce que c'est intéressant, vu qu'on est au Cameroun et qu'on parle d'un contentieux post-électoral dans le cas camerounais, c'est important d'établir le parallèle avec ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui. Donc dans le cas par exemple des revendications des partis d'opposition, notamment le MRC, ce qu'on revendique en premier, c'est d'abord la question de la légitimité des résultats finaux. On sait que lorsque une législation demande de s'abstenir de toute forme de fraude, à partir du moment où il y a tricherie, la question déjà de la légitimité se pose, et dans certaines contrées sérieuses, on pourrait recommencer les règles du jeu à zéro en disant cette élection ou alors ce scrutin ou cette délibération n'a pas été bénie du sceau de de l'équilibre, de l'équité et de la transparence, mais plutôt de la fraude, de la tricherie, ce qui fait qu'elle n'est pas crédible et il faut recommencer. Il est clair que dans le cas de l'Algérie, en constatant qu'il y a fraude, ce qu'on aurait dû faire, ou ce qu'on aurait pu faire, en constatant de manière définitive qu'il y ait fraude, c'était de recommencer. Mais comme on est en politique et que la fin justifie les moyens, on l'a d'ailleurs au Cameroun, c'est pour ça que notamment on a encore aujourd'hui le président Paul Biya, ou alors dans d'autres pays, on a les présidents qu'on a dans ces pays-là. C'est parce que du plus fort dans cette jungle étant la loi supérieure, la vérité du plus fort à la fin fait office de vérité absolue, quand bien même dans les faits elle ne serait pas la vérité vraie, si vous me permettez le pléonasme. Maintenant, pour revenir à la question de départ, l'Algérie, l'hermétisme de l'Algérie face aux puissances étrangères, face à l'ingérence étrangère, est même quelque chose que maintenant l'Afrique francophone, notamment le Cameroun, devrait prêcher et non pas seulement se pencher sur le volet politique. L'indépendance de la France, les accords d'Évian, c'était le 18 mars 62. Et l'année suivante, déjà sous l'égide de Ahmed Ben Bella, ils sortent de ce qu'on appelle le franc CFA. Et même lorsque Houari Boumediene fera son coup d'État de 65 et prendra le pouvoir à la place de Ben Bella, les fondamentaux économiques resteront les mêmes. On n'essaiera pas de détruire tout ce qui a été conçu parce que l'amour de l'Algérie, ce sont des amis ennemis en quelque sorte. C'est-à-dire, voilà. On a certes fait le coup d'État, mais finalement, fondamentalement, on a encore cet idéal de l'Algérie anti-impérialiste, d'où les fameuses règles qui s'arrangent à ce que si vous voulez briguer une quelconque fonction, on s'assure, une quelconque fonction importante, on s'assure que dans les années dans l'intervalle 54-62, vous avez servi à quelque chose pour l'Algérie et contre la France. C'est pour ça que les chiffres de l'économie algérienne aujourd'hui ne mentent pas. Il est vrai que l'herbe semble plus verte ailleurs. Quand on est au Cameroun, on se dit oui, Algérie, près de 200 milliards de PIB, c'est très beau et tout, mais il est clair que dans l'Algérie même, ils ont leurs problèmes. Ils ont même les mêmes critiques d'antidémocratie, notamment Ali Benflis qui se plaignait de la manipulation de Bouteflika, etc. Mais en termes de proportion, ils sont mieux lotis que nous, et ils le sont parce que face à la puissance étrangère coloniale qu'est la France, ils ont une réponse autre que la nôtre. Le Maroc a fait pareil, s'il faut rester dans le volet monétaire, la banque Al-Maghrib qu'ils ont mise sur pied pour non seulement gérer la monnaie marocaine, mais plus récemment encore imprimer la monnaie marocaine, qui a été pendant à peu près 31 ans justement imprimée toujours en France malgré
l'indépendance du point de vue institutionnel. C'est une bonne façon de procéder pour tout pays qui prétend à l'indépendance. Malgré ces querelles internes, il devrait justement savoir faire le distinguo, savoir mettre la ligne rouge entre ce que l'étranger peut faire chez moi et ce que je peux faire chez lui. Parce qu'on aura beau résoudre les problèmes en interne, si l'harmonie en interne n'arrange pas les puissances externes, elles peuvent justement, quand on n'a pas été assez hermétique et assez ferme du point de vue de l'ingérence, elle peut s'arranger à justement semer à nouveau la pagaille pour instaurer un climat de chaos. Alors de ce point de vue-là, la réponse algérienne face à l'Occident, en tout cas face à l'impérialisme occidental, notamment français, elle est une bonne et elle est à saluer et elle est à copier des pays africains au sud du Sahara. Je le savais-vous, au Rufai de Kankaï, il y a toujours cette question berbère. Abdelaziz Bouteflika était là-bas en 99. Les berbères, les kabyles, ils demandent justement que le tamazight, la langue, soit érigée en langue nationale. Oui, c'est ça. Pourquoi le pouvoir d'Alger refuse toujours d'accéder à cette demande du peuple kabyle? Ben parce qu'on est toujours dans une logique de suprématie politico-culturelle. Oui. S'il y a une minorité qui revendique quelque chose, on élabore plusieurs clauses, on se dit, est-ce que ça va endommager, est-ce que ça va porter atteinte à la souveraineté de la majorité? C'est un peu comme dans le cas du Maroc encore, avec le cas du Sahara occidental, qu'on appelle autrement la République arabe sahraoui. Oui, on se dit, voilà, on veut bien leur accorder deux ou trois choses, mais est-ce que ça va mettre en péril ce que nous avons d'acquis du point de vue de la majorité? On a l'arabe, on a le français. Si on doit mettre la langue le tamazight, justement le tamazight, la langue de ces peuples-là, est-ce que ça ne va pas d'une certaine façon dérégler le tissu qu'on a passé des années à créer? La question est à répondre sous plusieurs angles. Sous l'angle politique, évidemment, ça dépend de ce que veut le gouvernement central. Est-ce que Alger veut, à travers le pôle linguistique qu'il a instauré, notamment autour du français et surtout de l'arabe, justement s'établir, en tout cas maintenir une sorte de dominance. Maintenant, sur le volet culturel, on est en Afrique et justement, on a énormément souffert de ce fameux impérialisme étranger, pas seulement du point de vue politique avec les assassinats, pas de Félix Moumié aujourd'hui, mais aussi du point de vue économique avec les pillages, mais aussi justement du point de vue culturel. Et ce serait aussi une certaine façon une récupération culturelle de l'Afrique de se dire si le tamazight est plus assimilable à la culture africaine, même si ce sont des Africains blancs, par rapport à l'arabe ou par rapport au français, du point de vue culturel, en mettant les bons jalons pour que les berbères ne disent pas un jour voilà nous voulons maintenant tout prendre parce que enfin la langue n'était qu'un prétexte. En tout cas en mettant les bons jalons, les pays africains peuvent aussi se poser la question, qu'ils soient au sud, dans ou alors au nord du Sahara, est-ce que la rétrocession, la récupération de nos paradigmes linguistiques intrinsèques n'est pas aussi une certaine forme d'indépendance, d'un pas de plus vers la fameuse indépendance? Ok. Thierry Nyopé, vous voulez à tout prix parler du volet économique. L'Algérie se porte bien, mais le chef de l'État, pas bien. C'est ça qui importe, la santé économique du pays. On l'a suffisamment souligné tout à l'heure. L'Algérie où les pères fondateurs de cette nation ont eu le temps de mettre des jalons anti-impérialistes. Et c'est ce que nous devons justement encourager. On l'a vu au lendemain des indépendances en 62, les Algériens ont été parmi les premiers à avoir eu le courage de sortir du franc CFA. Aujourd'hui, le problème du franc CFA se pose de plus en plus. C'est un problème qui se pose avec beaucoup d'acuité. Tout récemment encore, tout le monde sait qu'après le sommet qui a eu lieu récemment du côté de N'Djamena, la problématique du franc CFA s'est une fois de plus posée. Beaucoup de personnes, à un moment donné, avaient cru que la dévaluation sonnait à nos portes. Heureusement que les chefs d'État, par ce saut d'orgueil, ça il faut le souligner, ont réussi à renvoyer cela au calengle grec. Mais je vous rappelle que si on continue à rester dans cette logique, le problème du franc CFA sera un véritable caillou dans la chaussure de nos dirigeants. Il faudrait qu'on ait justement le courage d'aller au-delà de de ces intérêts-là. Et l'Algérie l'a compris en mettant sur pied une monnaie qui leur a permis, jusqu'à preuve de contraire, d'être suffisamment évolué aujourd'hui, même sur le plan
que quand on parle de l'économie algérienne, il y a des mille raisons de pavoiser. Tout le monde sait aujourd'hui qu'en termes d'échange, quand on n'exporte pas et qu'on importe plus qu'on exporte, il est clair que la balance déficitaire sera déficitaire et que la balance économique sera déficitaire quelque peu. Et c'est ce que nous constatons dans les pays de l'Afrique centrale, notamment alors qu'en Algérie, tout le monde sait qu'on exporte plus qu'on importe. Et ce sont des éléments qui méritent d'être encouragés. Et même sur le plan de l'investissement interne, on a beaucoup investi sous Abdelaziz Bouteflika. Tout le monde sait aujourd'hui qu'en termes de réseau routier, on parle de près de 200 000 km de réseau routier avec près de 45 000 km de voies ferrées. Comparé aux autres pays de l'Afrique, sans pour autant se focaliser sur l'Afrique noire, parce que le Nigeria, des pays comme le Nigeria ont suffisamment évolué à ce niveau, mais l'Égypte, plus ou moins, s'en sort également, mais il faut quand même encourager cela. Vous savez que l'Algérie, c'est une partie de la France. Hein? Ce n'est pas un problème en tant que tel. Tout le monde sait justement qu'après la longue guerre... années de oui, après cette longue guerre, après 62, les choses... Vous savez pourquoi ils ont du mal à quitter l'Algérie, hein? Oui, bon... Les pieds noirs et tout ça, les rares qui ont accompagné les pieds noirs, c'était normal qu'ils bâtissent ce qu'ils considéraient comme l'autre partie de la France. Je vous rappelle que l'Algérie, à elle seule, a plus de 35 universités, oui, avec plus de 27 universités privées. Oui. Je vous rappelle en même temps que toutes ces universités ont été construites après les indépendances. Donc ce n'est pas nécessairement l'apport de la France. Oui. Parce que quand vous évoquez ce centenaire de colonisation, oui, moi je continue à croire que après les indépendances, il y a beaucoup de choses qui sont bien déroulées. Et c'est grâce, justement, c'est après cette indépendance-là, et c'est grâce au courage de cette sortie, au-delà de toute chose, hein, cette sortie du franc CFA a beaucoup aidé l'Algérie. Aujourd'hui, c'est un pays qui se porte économiquement bien, même sur le plan des hydrocarbures. C'est quand même, tout le monde sait que c'est depuis 1969 que l'Algérie a intégré l'OPEP, et c'est l'un des pays les plus importants justement à ce niveau. Quand on regarde également l'agriculture algérienne, elle se porte nettement mieux que tout ce que l'on peut imaginer en Afrique centrale. Donc, ce sont des choses qui méritent d'être encouragées. C'est un pays qui se porte économiquement bien. Maintenant, sur le plan politique, il y a beaucoup à redire. Ok, bonsoir Cédric Noufelé. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Dans un instant, le 20h que vous allez présenter pour nous, 2 ou 3 escales qui vont meubler ce 20h. Ce soir, nous parlerons des enjeux de la dernière session ordinaire du Parlement, au-delà de la prestation de serment du président de la République réélu au terme de l'élection présidentielle du 7 octobre dernier. Il y a également des enjeux économiques, politiques, mais aussi sécuritaires. Dans un tel contexte, quelle sera la loi de finances 2019 qui sera élaborée et adoptée durant cette session parlementaire? Le gouvernement aura-t-il le cœur à l'ouvrage au moment où il y a un remaniement ministériel qui pourrait intervenir après la prestation de serment de Paul Biya? Nous en parlerons dans le journal de 20h. Et un sujet qui préoccupe également les Camerounais, c'est le sort réservé aux leaders du mouvement séparatiste arrêté il y a près de 10 mois au Nigeria et transféré au Cameroun. Sisiku Ayuk-Tabe est bel et bien vivant. Il est comparu à la cour d'appel du centre. Nous en parlerons ce soir. Nous évoquerons également le cas de ces militants du MRC appelés à comparaître, accusés d'apologie, de rébellion, de manifestations illégales. Quelles sont leurs réactions à quelques jours de ce procès qui doit s'ouvrir après la protestation pacifique contre la réélection de Paul Biya à la tête du Cameroun? Nous en parlerons dans quelques instants. Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, le développement de tous ces titres, c'est dans le 20h de Cédric Noufelé. Quant à moi, madame, monsieur, je vous retrouve, ainsi que les 3 invités pour le débrief. Equinox, l'image, nous rendons compte.
Madame, Monsieur, bienvenue une fois de plus sur Equinox Soir. Deuxième partie, le débrief. La vice-présidente du MRC, Michel Ndoki, une quarantaine de personnes devant le tribunal de première instance Douala Bonanjo. Ce sera le 6 novembre. Quelle date? Bon. Quelle symbolique? Je ne sais plus quel comédien camerounais avait fait un spectacle quand il s'amusait à dire mais que vous rappelle les dates du 6 novembre. Il a répondu en disant c'est le jour où Dieu a maudit le Cameroun. Bon, je ne sais pas, c'est la comédie certes, mais c'est significatif de quelque chose. Ça veut dire que ce jour-là, je me rappelle encore, Amadou Ahidjo décline une feuille de route que curieusement son successeur ne va plus jamais appliquer. Et nous sommes dans ce que Mokoko Priso appelle son âme un plongeon dans le gouffre. Ce 6 novembre, il risque encore de prêter serment cette année. Il y a un procès qu'on aurait pu considérer selon la législation du Cameroun sur la base au moins de la loi 90/055 qui régit les manifestations publiques, mais apparemment c'est la loi 2014 qui réprime le terrorisme. Et ça me renvoie également à une certaine époque à l'ordonnance de 1962 qu'on avait pourtant abolie. C'est-à-dire que où on nous disait à notre époque que les murs ont les oreilles, c'est-à-dire que je pouvais vous refuser une bière quelque part parce que votre club a tapé le mien, on rentre, j'ai dit une bière, et vous allez dire non. Même Pompo est en train d'organiser une réunion là, et on va dire c'est la subversion. Il veut renverser les institutions de la République. Voilà. Un citoyen qui porte un t-shirt spécifique, l'arbre de la paix, ce n'est pas nous qui avons donné ce nom, il défile à côté de la route où il ne fait aucune obstruction de la route, et on vous dit que atteinte à la sûreté de l'État, non ceci et tout. Donc, franchement, et que cette plainte est initiée par le procureur. Voilà, il dit exactement ceci, hein, je vais reprendre. Pour avoir participé à l'organisation des réunions et des manifestations sur la voie publique pour protester contre les résultats de la présidentielle sans avoir fait la déclaration requise et après l'interdiction légale de toute manifestation adressée par quelque moyen que ce soit, des convocations pour y prendre part. Oui, absolument. Et comme là-bas, il semble que les décisions de justice sont rendues au nom du peuple camerounais. Non, il aura donc la loi et il aura ce que le peuple veut. Qu'est-ce que le peuple attend des décisions de justice? Parce qu'en fait, lorsqu'on dit que on rend une décision au nom du peuple, ça veut dire que le peuple connaît cette loi. Ça veut dire que le peuple a discuté de cette loi. Ça veut dire qu'avant que la loi ne soit votée à l'Assemblée nationale, elle est supposée être discutée dans le peuple, au sein du peuple. Mais ici, chez nous, on se limite seulement à dire nul n'est censé ignorer la loi. Mais or, les lois, est-ce que les lois qui sont votées à l'Assemblée nationale et promulguées par les chefs de l'État, le peuple les connaît-il? Cette disposition-là, parce qu'on vous dit l'esprit et la lettre, c'est ce que je vous entends souvent dire. Maintenant, est-ce que l'esprit qui encadre donc ces lois est respecté avant de venir à la lettre? Maintenant, la lettre, ça veut dire que nous devons savoir. Si j'insulte quelqu'un, je dois savoir que oui, les injures publiques sont interdites et je risque de. Maintenant, avant qu'on ne discute, est-ce qu'on est au courant de ces lois? On fait tout pour cacher les lois, mais on vous dit, on peut vous condamner quand même, parce que le principe, c'est nul n'est censé ignorer la loi. Thierry Nyopper, vous avez appris le MRC, les militants, on va les dire comme ça, et la vice-présidente, le 6 novembre. Oui. Les réactions? Attendons le procès. Mais c'est une... Non, déjà, cette convocation. Justement, je dis bien, attendons le procès pour comprendre effectivement de quoi ça retourne véritablement. On parle d'insurrection et de rébellion en vue de déstabiliser le Cameroun. Pour moi, le motif est assez fort.
on aurait pu certainement parler de rébellion, parce qu'il est clair que le gouverneur de la région du littoral, M. Samuel Diva-Dubois, avait interdit, en fait, avait même rappelé les uns et les autres à plus de pondérance. L'interdiction légale. Voilà, avait appelé les uns et les autres à plus de pondérance. Et on sait également que la manifestation qui avait été organisée par Maître Michel Ndoki n'avait pas été déclarée. D'ailleurs, vous l'avez souligné tout à l'heure. Et je crois, jusqu'à preuve de contraire, que nous sommes dans un état où les manifestations publiques devraient être déclarées. Bombok est revenu tout à l'heure sur l'article, la loi qui le précise. Donc, on l'a fait à Bafoussam, le MRC l'a fait à Bafoussam, le MRC l'a fait dans plusieurs autres villes. À Douala, tel n'a pas été le cas. La moindre des choses que les uns et les autres auraient pu faire était de déclarer cette manifestation, quitte à l'autorité de ne pas l'autoriser, parce que c'est également cela. L'autorité peut juger de la pertinence de cette déclaration-là, de l'impact que cela pourrait avoir sur le plan social, et décider de refuser justement d'accorder l'autorisation à manifester. Mais tel n'a pas été le cas. Donc, déjà, à la base, le jeu a été faussé, notamment par la vice-présidente Dieu merci. Je suis contre ce qui s'est passé. J'ai vu les images. J'étais même du côté du siège du MRC, du côté de Grand Moulin. Oui. C'est un siège qui a été saccagé. L'effigie, le portrait du président du MRC emporté par les forces de l'ordre qui étaient descendues pour interdire les militants de descendre dans la rue. Ce sont des images qu'on ne devrait pas, qu'on déplore, qu'on ne devrait plus voir à cette ère. Il y a des choses qui devraient quand même être faites pour encourager, pour encadrer toutes ces libertés-là, parce que pour moi, je continue à croire, on l'a vu dans d'autres pays en Afrique, hein, des gens sont descendus sur la rue, ont battu le macadam sans que cela ne dérange. On l'a vu même dans des pays occidentaux, cela n'a pas dérangé. La manifestation était encadrée, on pouvait le faire pour le MRC. C'est vrai que cela n'a pas été déclaré, mais s'ils avaient, comme ils avaient décidé de marcher, en fait, le but de la déclaration, je l'ai toujours dit, est de dire aux autorités administratives que voilà ce que nous comptons faire, voilà l'itinéraire sur lequel nous comptons marcher. Prière de nous encadrer, de nous accompagner. Jean-Michel Nietzsche le fait souvent, non? C'était une manifestation pacifique. Oui, Jean-Michel Nietzsche le fait souvent, non? Mais les manifestations Jean-Michel Nietzsche n'ont jamais été en fait, n'ont jamais été autorisés, je veux dire, simplement parce qu'il y a un précédent. Tout le monde se rappelle des émeutes de la fin de 2000. C'est ça qui pèse sur cela pèse énormément sur Jean-Michel Nietzsche, dont ses antécédents jouent à son défaveur. Les autres, malheureusement, n'avaient pas d'antécédents jusqu'ici. Et quand on regarde ce qui s'est passé, les militants du MRC n'ont pas en réalité provoqué les gens les forces de maintien de l'ordre qui sont descendus, justement. Mais en réalité, ce qu'on a constaté, c'est que ce sont eux, en fait, qui ont fait assez d'efforts pour mettre les militants du MRC à mal, alors qu'on aurait pu éviter ce qui s'est passé. On a vu ce qui s'est passé du côté de la BCK, du côté vers le pont de Bonassama. Oui. En réalité, on aurait pu procéder autrement. Moi, je dis, ce sont des images qui ne relusent pas le Cameroun, qui nous ramènent encore plus en arrière. Il faudrait que les uns et les autres comprennent qu'on peut faire autrement. On peut encadrer les gens qui décident de marcher, qui décident de revendiquer. La revendication est légitime, les plaintes sont légitimes. Le chef de l'État lui-même l'avait souligné, ça ne sert plus à rien d'aller vers le maquis. On peut s'exprimer au Cameroun sans que cela ne dérange. La preuve, on le fait ici sans aucun problème. Vivement que ceux qui gèrent le Cameroun comprennent que on peut procéder autrement. Cela s'est passé ailleurs sans que cela ne crée tout ce que cela crée. Et surtout qu'ils sont en train de créer d'autres précédents en traduisant Maître Doki et une quarantaine de personnes devant les tribunaux. C'est plutôt pour davantage envenimer la situation. Une question à vous, Wifi de Kanga. Là, je m'adresse au soutien du MRC lors de la présidentielle. Pourquoi n'avoir pas déclaré cette manifestation du week-end dernier? Première question. Deuxième, comment vous avez accueilli cette convocation à comparaître le 6 novembre au MRC? Alors pourquoi n'avoir pas déclaré? Je répondrai en disant que la marche d'abord que la marche n'a pas été organisée par moi.
et que voilà, en premier ressort, ce sont les organisateurs qui doivent répondre à la question, mais on a des éléments de réponse en disant, pour donner plus de résonance à un événement, parfois on fait ce type de pied de nez en sachant que si on était allé déclarer, elle n'aurait de toute façon pas été permise. Et puisqu'on parle d'antécédents, il y a énormément d'antécédents de l'autre côté. C'est ça qui va nous amener à répondre à la deuxième question, où je pourrais même dire, je suis tenté de démarrer une sorte d'enquête pour savoir quel type de drogue ou quel type de stupéfiants nos administrants, nos ministres et parfois les forces de l'ordre à leur service prennent sur eux pour faire certaines choses, parce qu'en termes de rationalité, ça n'a pas de sens. Vous avez organisé certains événements dans votre domicile, dans la paix la plus absolue, qui ont été interdits. Vous avez organisé des conférences autorisées. Je crois que mon cas est le cas le plus absurde de toute cette présidentielle, où une campagne autorisée, de manière scripturale, a été interdite sans motif. C'est-à-dire, voilà, quand on a des antécédents comme ça, on se rend compte qu'on n'est plus dans une république, on est dans une dictature, et ce n'est même plus de la dictature, c'est de la dictée politique, parce que les institutions, maintenant, donnent aux citoyens l'instruction de comment ils doivent respirer, comment ils doivent se vêtir. Comment on a accueilli cette décision dans le sillage de ce dont on a parlé depuis le départ? On dit, Cédric Noufélé l'a dit et le reportage l'a dit aussi, et c'est là qu'on voit les normes des phasages. Cédric Noufélé dit une manifestation pacifique a été interdite. Et le reportage le dit également, les militants du MRC sont allés manifester pacifiquement et cela a été interdit. Quand, dans une manifestation pacifique, on parle de tentative de déstabilisation, vous vous rendez compte qu'on ne parle pas du tout de la même chose, vous vous rendez compte qu'il n'y a rien de sérieux là-dedans. En tant que journaliste et en tant que journaliste du point de vue du reportage, on accorde à Cédric Noufélé et à Equinox TV une sorte de neutralité, d'objectivité dans l'observation des phénomènes. Alors s'il y a deux versions comme ça qui convergent vers la même conclusion, marche pacifique, on peut se demander est-ce que la neutralité était la même du point de vue des forces de l'ordre? On voit bien que non, c'était de la subjectivité la plus absolue. Il fallait empêcher de toute façon, parce qu'aujourd'hui, la seule chose qu'on ne vous empêchera pas de faire, c'est d'organiser une marche en soutien à la candidature de Paul Biya, ou alors pour le féliciter d'avoir été réélu, parce qu'on n'est pas dans une république. Une république accepte les avis contraires. Si ça avait vraiment été une tentative de déstabilisation, l'arrestation même de Maître Ndoki et de la quarantaine de collaborateurs qui étaient avec elle aurait été l'élément déclencheur de la fameuse révolte. Ce qui a créé le mouvement à Cuba, le M26, le mouvement du 26 juillet. En 1953, c'est juste lors d'une manifestation, l'assassinat d'un jeune garçon de 22 ans, Frank País, qui a mis le feu aux poudres et a rendu les populations totalement folles. On voit donc mal une manifestation, une marche qui a pour but de déstabiliser le pays et qui est étouffé dans l'œuf parce qu'on a arrêté, c'est-à-dire parce qu'on a créé cela même qui pourrait conduire à la déstabilisation. Donc on voit que ça n'a absolument pas de sens, on n'est pas dans un pays sérieux et la date choisie pour justement le procès est tout aussi mesquine et tout aussi barbare. C'est une sorte de démonstration de force ou je ne sais pas, tentative d'humiliation de la part des institutions actuelles sous l'égide de Paul Biya qui disent voilà, nous allons vous montrer quand nous prenons ou quand nous réaffirmons notre pouvoir du point de vue de la prestation de serment, nous allons vous montrer que c'est nous qui avons justement la domination sur vous. Dans le procès aura lieu à ce moment-là, on se demande sur quels critères, sur quelle base, comme on se demande sur quels critères, sur quelle base les manifestations sont interdites. On a eu le même problème dans l'hémicycle au Palais des Congrès à Yaoundé, où on n'a pas pu répondre à la question sur la base de quoi le président du Conseil constitutionnel peut décider qu'une requête est oui ou non recevable. On a plutôt eu l'impression qu'il peut avoir décidé déjà a priori que la requête est irrecevable et quel que soit ce que vous diriez, puisqu'il n'y a pas d'examen de délibération objective, opérationnelle, il dit à la fin la requête est irrecevable. Du point de vue des manifestations, c'est la même chose. Vous organisez quelque chose qui ne plaît pas au gouvernement et il n'a qu'à coller l'effigie trouble à l'ordre public. On voit bien que ceux qui ont fait preuve de vandalisme, ce sont les forces de l'ordre. Ils ont retiré l'effigie, ils ont saccagé. En fait, ils ont arrêté des gens en leur reprochant d'avoir commis ce que eux ils ont commis tout en restant libres. C'est pour ça qu'on parle d'une république absurde et ce sont les faits, pas les paroles, pas nos paroles qui le disent. Ok. Mbamba Mbenga Sissoko, on va dire qu'on l'a enfin vu. Parce que beaucoup se disaient déjà autour de Sissoko Ayouk. Oui, je pense que le candidat
de l'expérience, veut montrer là, veut faire un coup politique. C'est un coup politique pour vous? Oui, c'est un coup politique, puisque vous allez vous rendre compte que même lorsque les avocats, semble-t-il, l'auraient vu 6 mois ou 7 mois après son arrestation, vous avez, je pense que sur ces antennes, dans un autre plateau de Equinox Télévision, Maître Assira avait dit que sur la base des déclarations de ses confrères du cabinet Mouna, il dit qu'ils sont vivants. Donc sur la base. Est-ce que les avocats, ça veut dire qu'eux aussi, ils étaient astreints à l'obligation de réserve. Donc pourquoi cela? C'est sur ça qui m'amène à dire que c'est un coup politique. Et nous savons dans quelle situation se sont déroulées les élections dans les régions du Nord-Ouest. Il y a quoi, la prestation de serment qui a annoncé ou bien? Tout à fait. Et j'allais dire, l'interdiction de la manifestation que voulaient organiser les leaders religieux à la fin du mois d'août et qu'on a programmé à la fin de ce mois, espérons que ça aura lieu. Et il fallait donc faire un coup politique pour montrer que je vais chercher la calmie. Et donc, vous vouliez chercher des interlocuteurs, nous les avons, même s'ils sont aux frais. Donc, nous les avons quand même, voilà, ceux qui organisaient tout ce Bataclan-là, nous les avons, vous nous avez reproché de les avoir tués, les voici. Donc, en fait, c'est un coup politique pour essayer d'apporter la calmie. Mais est-ce que la calmie sous ce coup, c'est là où j'ai l'impression, je peux me tromper, que là, le pouvoir fait tout faux. Et je ne connais pas son âge, mais je pense qu'en 1961, il était un gamin, s'il était déjà né. Ça veut dire que c'est un antécédent. Il a trouvé tout, comme on parlait tout à l'heure de la constitution algérienne, qui vous dit, si vous êtes né avant d'État, il faut montrer que vous avez participé à la révolution algérienne. Non, ça veut dire qu'il y a un antécédent. C'est-à-dire que la liquidation de notre passé colonial n'est pas fait. Ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas Sissoko Ayoub Tabé qui a un problème, mais c'est le problème qui se pose au moment où donc, mars 1916, il n'était pas encore né. Il y a eu quelque chose qui s'est passé de mars 1916 à 1er octobre 1961. C'est tout ça qu'il faut regarder, il faut voir. Et ces événements-là, ont apporté un certain nombre, j'allais dire, de remontées, de clameurs sociales qu'on a réussi quand même à gérer d'une manière ou d'une autre. Donc c'est le problème qu'il faut gérer, ce n'est pas Ayoub Tabé et ses compagnies. Comment va-t-il, le président de la République qui va bientôt prêter serment, organiser maintenant le vivre ensemble avec cette composante anglophone dans notre pays? Et j'aime toujours rappeler cela, que lorsque le même problème s'est posé en 1979, c'est quand même lui qui était le président de la commission ad hoc à l'époque. Avec Aboué Matchoyi et Dorothée Ndiema qui sont encore vivants, les autres ils sont plus vivants. Mais il n'y a eu aucune goutte de sang qui avait coulé. On avait réussi à négocier et c'est lui qui a les conclusions entre les mains. Pourquoi quand le problème se repose maintenant, il ne se rappelle plus de ce qu'il avait fait lui comme le principal émissaire du président Ahidjo à cette époque? Et au moment où il prête serment, le 6 novembre, principalement au moment où Ahidjo lui passe la feuille de route, il oublie pratiquement tout ça. Moi, c'est ça me gêne. Mais attendons de voir. Mais je n'ai pas de lueur d'espoir. Je ne peux pas me tromper. Et sur ce point-là, je n'ai pas d'espoir que le président actuel, qui va bientôt prêter serment, va pouvoir résoudre ce problème. Et Thierry Nopin, un coup politique aussi? Sissoko Ayoub, on l'a fin vu? Non, je ne pense pas. C'est pas un coup politique? Non. Bon, l'a souligné tout à l'heure, la partie où le conseil de Sissoko a eu le temps, et même la famille, de rencontrer Sissoko et compagnie pendant tout ce temps-là. Au début, il est clair dans l'opinion, beaucoup disaient après son arrestation, non, cela était tout à fait normal. Il fallait bien étudier son dossier. Ils ont
un langage qu'ils utilisent, généralement, il fallait l'exploiter, exploiter effectivement pour savoir qu'est-ce qu'on peut retirer. Est-ce qu'il a été au cœur de tout ce qu'on peut lui reprocher? Tout le monde sait quand même, jusqu'à preuve de contraire, que les réseaux sociaux, les images, continuent à faire le bonheur des internautes sur Internet. Il y a encore des images de Sissoko Ayuk où il annonçait comment il va déstabiliser le Cameroun, où il annonçait qu'il y a des crimes qui seront perpétrés. Peut-être c'est à partir de ces éléments-là qu'il avait été happé, vous vous rappelez, du côté du Nigeria avec une dizaine d'autres camarades. Il a été mis en observation. Son dossier a été certainement étudié et suffisamment exploité. Sa famille a eu accès à lui pendant depuis au moins 7 mois, et même ses avocats, pour préparer sa défense. Et l'audience était prévue aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle il fallait effectivement interroger les différentes parties, vérifier leur identité, et c'est ce qui s'est passé. Donc, je ne vois pas nécessairement le coup politique. Une chose est sûre, il y a des faits qui leur sont reprochés. Au terme d'un procès que j'espère équitable, ils seront jugés, et à partir de ces faits-là, leurs avocats auront certainement à prendre leur défense par rapport à ce qu'ils auront à fournir comme élément. Mais toujours est-il que vous êtes certainement au fait, tout comme plusieurs autres Camerounais et plusieurs personnes dans le monde entier, parce qu'aujourd'hui, avec la toile, c'est un village planétaire. Les images de Sissoko Ayuk sont toujours là où il promet le sang au Cameroun, où il annonce des exactions. Et cela s'est suivi sur le terrain. Tout le monde se rappelle de ce qui s'est passé au nord-ouest avec ces manifestations qui ont même entraîné l'arrestation de Manchou BBC. Tout le monde se rappelle justement de cette vague de violence qui s'en est suivie. C'est quand même vrai que par la suite, le gouvernement a essayé de ramener tant bien que mal la situation, qui est partie pourtant d'une affaire banale. C'était une affaire corporatiste. L'ordre des avocats qui voulait la traduction d'un texte au OADA en anglais. Cela a été par la suite récupéré par les enseignants et puis les autres corporations et maintenant la population. Cela a tout à l'heure pour se muer en revendication qui ne date pas d'aujourd'hui. Tout le monde sait ce qui s'est passé avant les indépendances jusqu'en 61. Le passif n'a pas suffisamment été réglé. C'est la raison pour laquelle on espère que la conférence générale anglophone qui aura lieu dans quelques semaines pourra peut-être trouver des interlocuteurs valables, sérieux et crédibles avec lesquels le gouvernement pourra certainement échanger pour finalement trouver définitivement la solution à la crise anglophone. Parce que je vous rappelle que même la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme n'a pas réussi jusqu'à présent à juguler cette crise. On a comme l'impression que les gens qui ont été nommés comme des membres ne sont pas écoutés même au niveau de la base. Au niveau des populations, vous avez vu le fort taux d'abstention qui a eu lieu du côté du nord-ouest. On parle de 5% et de 14% au sud-ouest lors de la dernière élection présidentielle. C'est assez révélateur de la crise. Avait-il la possibilité d'aller voter, puisque le Premier ministre lui-même a délocalisé son vote? Non, c'était assez compliqué justement. Moi, j'étais à l'ouest et j'étais non loin du nord-ouest. J'étais à Babadjou. Badjou est à 15 km de Santa, qui n'est non pas loin de Bamenda. Et au lendemain de cette élection, les échos qui parvenaient de ce côté n'étaient pas assez encourageants. Il y avait quand même un volet sécuritaire assez imposant, au point où les populations avaient peur de descendre dans la rue. Certains qui se sont même essayés. Vous vous rappelez quand même qu'il y a eu 2 morts sur les 86 000 personnes des 2 régions qui ont réussi à aller aux urnes. Une vie, c'est déjà important. 2, c'est encore plus qu'important. Donc, vivement que l'on comprenne que la crise anglophone doit être gérée, et je crois que c'est l'un des chantiers qui attend le président. Mombog l'a appelé tout à l'heure le candidat du RDPC, la force de l'expérience. On espère qu'il mettra son expérience pour la résolution de cette crise, parce que si ça continue, je vous rappelle que l'économie camerounaise, on parlait tout à l'heure du vote du budget, c'est une partie assez... Tout le monde se rappelle que Boya, donc dans le sud-ouest, a fourni assez de devises en matière de... En fait, dans la composition du budget du Cameroun. Le nord-ouest également n'est pas une zone à négliger.
est-ce que ces deux parties du pays seront prises en compte dans l'élaboration de ce budget dont les députés rentrent en session dès demain? On ne saurait le dire ici. Donc, vivons que l'on fasse des efforts pour ramener la paix et la quiétude de ce côté. Wilfried Ekanga, les conseils de Sissoko sollicitent une mise en liberté provisoire. Les choses... Ça a été renvoyé pour le 15. Vous croyez que c'est faisable le 15? La conférence anglophone est prévue les 21 et 22 novembre. Oui, c'est faisable, ce n'est pas faisable, tout, en tout cas ça ne relève pas de l'impossible. Oui. Tout au Cameroun est soumis à la décision des autorités qui font la pluie et le beau temps au gré de leurs humeurs, comme on en a parlé. Dans l'absolu, d'une part, je suis contre le fait que depuis la diaspora, un Camerounais incite au sang des Camerounais les uns envers les autres. Je suis un Camerounais de la diaspora, je m'en retourne dans les prochains jours et je ne ferai jamais ça parce que voilà, un pays, les citoyens d'un pays, qu'ils soient ici ou à l'extérieur, doivent contribuer à la construction et non à la destruction de ce pays. D'autre part, la question n'est peut-être pas au niveau du coup politique ou non par le président de la République. La question est plutôt, est-ce que ce procès, est-ce que ces mesures vont résoudre la crise anglophone? Ou alors est-ce que c'est beaucoup de bruit, beaucoup de folklore alors que le problème reste entier? C'est pour ça que je m'aligne avec ce que dit le Mbombok, je le dis de manière tout aussi affirmative à 100% que ce n'est pas Paul Biya, ou du moins ce n'est pas avec ces mesures-ci qu'on résoudra la crise anglophone. Absolument pas. Quand on a une maladie, c'est une très bonne chose de trouver le médicament contre la maladie pour en sortir. Mais si on ne sait pas... Mais il y a un parti qui exige la libération de ceux qui sont embastillés par rapport à cette crise. Oui, il y a ce qu'on appelle... C'est peut-être un début, oui, il y a une solution. Oui, il y a ce qu'on appelle la grâce présidentielle. Évidemment, ce sont des dérogations particulières que le président, notamment dans un cas solennel comme celui-ci, lors d'une investiture, peut dire que voilà, je vais les gracier. Mais quand on voit par exemple le cas Michel Ndoki, quand on voit la répression des manifestants pacifiques, quand on voit le vandalisme dont font preuve les autorités, on ne voit pas du tout le gouvernement dans une logique d'apaisement. Dans le même, en tout cas, cela dit quand même, la libération inconditionnelle n'est pas aussi toujours la solution. C'est-à-dire quand il y a des acteurs qui sont coupables de certains griefs, il est évidemment important, dans une logique tout aussi républicaine, de déterminer leurs responsabilités effectives et d'essayer d'élaborer des sanctions qui vont avec. Maintenant, ça dépend de la gravité des crimes et des délits commis, où on peut, avec plus ou moins de facilité, décider de les gracier. Ce que j'étais en train de dire tout à l'heure avant d'ouvrir la parenthèse, c'était que dans le cas d'une maladie, lorsque vous l'avez soignée, pour ne pas retomber dans la même, pour que le passé, l'histoire ne se répète pas, essayez de vous demander ce qui vous a amené dans cette maladie. Si ce sont les eaux usées, vous aurez beau prendre tout type de médicaments, tant que vous continuez à consommer des eaux usées, la même maladie se représentera. Et c'est ce que fait le Cameroun actuellement. Les élections ne se sont pas tenues, ne se sont quasiment pas tenues en zone anglophone. Le Premier ministre a mis sur lui-même une dérogation qu'il n'avait pas mis sur les autres, sur les citoyens en allant voter hier. En fait, la population est toujours dans la situation qui a créé le qui a créé le mécontentement, qui a abouti à la crise anglophone. Elle est dans le musellement, d'ailleurs, qu'elle soit anglophone ou francophone. Et on voit que les initiatives de résolution de crise sont prises non pas par le pouvoir, mais justement par ces gens-là, comme la conférence qui aura lieu dans les prochaines semaines. Alors la formule doit être une autre, parce que la recette du gouvernement actuel, tel qu'on le voit, combat plutôt les conséquences et elle les combat mal, plutôt que les causes. Ok, merci. Merci, cher monsieur. Je vais terminer avec cette sortie d'un observateur de la scène algérienne. Il dit « Le président doit terminer ce qu'il a commencé. Le système est en train de se réformer en profondeur. L'après-Bouteflika n'est pas clair. L'Algérie se dirige tout droit vers des funérailles présidentielles. » Oui, Merci. Funérailles présidentielles, mais c'est l'homme qui remplacera Bouteflika qu'on ne peut pas. Mais l'après-Bouteflika est clair. Ok, voilà. Merci. Merci, Wilfried. Merci, merci à vous. Rendez-vous demain, Wilfried. Oui, pour ce qui sera peut-être ma dernière émission avant longtemps sur Equinox TV. Ouais, on en parle demain. Merci à vous, Thierry Gnopin, d'avoir honoré une fois de plus le rendez-vous. C'était un plaisir. Voilà, merci, Bombok. Et moi, je suis l'homme de la maison, je serai là pour servir c'est la casquette de Bombok. Ok, merci, madame, monsieur. C'est ici que prend fin Equinox Soir. Rendez-vous demain, 19h. Rediffusion 23h GMT. Il sera minuit au village aux hommes, dans non loin d'Otélé, département de la Meufou et à Akono.